Bien, bonjour à tous, je m'appelle Xavier Coulon. J'étais pilote au Canada, voilà maintenant quelques années. J'ai conçu et réalisé un système très innovant de production continue d'énergie. Tout d'abord, je voudrais remercier la direction d'Envirpro qui m'a permis de pouvoir installer ma machine et vous allez pouvoir la voir, elle est juste derrière. C'est un démonstrateur avec tous les défauts et les qualités de son constructeur puisque j'ai tout construit moi-même. Je vous remercie d'être là. Je ne suis pas un conférencier habituel. Je travaille dans mon garage comme beaucoup d'inventeurs. J'ai tout conçu moi-même avec l'aide de techniciens français et d'ingénieurs indiens. Pourquoi des Indiens? Malheureusement, ils sont beaucoup moins chers que les Français. Et puis, ils ont cette aptitude de comprendre ce qu'on leur demande. Je m'excuserai, mais j'ai travaillé avec des ingénieurs français, j'ai eu quelques difficultés. Mais comme je finance tout moi-même, je vais là où je peux. Donc voilà, je vais vous présenter pourquoi et comment fonctionne ma machine. Alors donc là, cette machine-là a un petit peu de problème, donc je vais faire avec le clic de ma souris. Si ça veut fonctionner, oui. Donc là, c'est juste la présentation. Donc mon système est breveté. Ça fait 12 ans que je travaille sur ce système. C'est pas d'aujourd'hui. Il m'a fallu 4 ans et demi pour avoir ce brevet, dont je suis très fier, puisque c'est un brevet, donc c'est quelque chose d'unique. En préambule, je vous présente quelque chose de particulier, c'est-à-dire penser autrement, ce qui est très difficile dans notre civilisation actuelle. Nous sommes tous formatés avec ce que nous avons appris et nous n'arrivons pas à voir autre chose que ce que nous pensons, ce que on nous a appris, c'est-à-dire un carré c'est un carré, il peut être autrement, mais non, c'est comme ça. Donc là, je vous ai mis un texte des médecins qui travaillent sur quelque chose de bien particulier qui s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire la capacité et l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Alors c'est un petit peu ce que j'ai fait, effectivement. D'où m'est venue cette idée. Je vais continuer donc dans ce schéma parce qu'il va falloir comprendre pourquoi penser autrement. Puis je vais vous dire après comment m'est venue l'idée. Raisonner à partir de ce qu'on ignore, c'est généralement parce qu'on raisonne toujours avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on nous a dit. Ben oui, c'est comme ça, la chaise, elle est beige, elle est cette forme-là. Mais il faut absolument aller au-delà. J'ai mis un texte là de Thomas Pesquet qui dit « Il est incompréhensible dans notre tête de se dire, quand il est dans l'ISS, ça c'était au début, que s'il ne se tient pas, il va se casser la figure, c'est-à-dire que notre tête ne peut pas penser autrement. On est par terre parce qu'il y a la gravité terrestre, mais quand là-haut il n'y a plus de gravité, la masse existe toujours, mais le poids est zéro. Alors comment faire? Donc dans sa tête, c'est très très difficile. Je vous ai mis une photo que j'ai réalisée à côté d'Ottawa où j'étais. Penser autrement. Là, je vous ai mis une photo de 3 parachutistes. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, eh ben oui, c'est quelque chose qui fume, c'est un engin, un moteur. Non, du tout, ce sont 3 parachutistes. Est-ce qu'il est compréhensible dans notre tête de se dire que le parachutiste à l'horizontale, il reste à l'horizontale? C'est impossible. Mais pourtant, c'est pas du trucage. Les 2 parachutistes, ils sont à l'horizontale, et au milieu, donc, il y en a un qui les tient comme dans une valise. Donc, partant de ce principe-là, on a une vision et une pensée pour faire autrement. C'est marqué, penser autrement, trouve ici tout son sens.
Alors, j'ai 2 fois la même chose, mais bon, ça va se passer. C'est vrai qu'un concepteur, un inventeur, ben, c'est quelqu'un qui voit, qui regarde. C'est pas quelqu'un qui est là tous les jours en train de dire il faut que j'invente quelque chose, il faut que j'invente quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Celui qui dit il faut que j'invente quelque chose, ça s'appelle un chercheur. C'est-à-dire qu'il va répéter 500 fois, 1000 fois, 2000 fois la même chose pour dire qu'à un moment donné c'est différent. Quelqu'un qui arrive à penser autrement, d'abord il regarde. C'est-à-dire qu'il observe effectivement, et je vais vous dire d'où est venu mon projet. C'est aussi intuitif, c'est aussi ses connaissances. Donc moi j'étais pilote d'avion au Canada, j'avais une petite compagnie aérienne de surveillance aérienne. Je travaillais avec les ministères pour aller surveiller tout un tas de choses. Et puis après ça, j'ai eu une école de pilotage. Donc c'est vrai que ça, ce sont mes connaissances qui m'ont amené dans mon projet. Mais ce n'est pas que ça. Un jour, j'étais dans un hangar. C'était un hangar un peu plus grand que ça. J'avais donc mes avions dans ce hangar-là. Et puis, des Ontariens sont venus s'installer pour fabriquer une machine pour fabriquer de l'électricité. Donc, c'était quelque chose de très gros. C'était quelque chose de gonflable, comme un beignet. Et puis, ils plaçaient 2 alternateurs sur l'extérieur de ce grand beignet. C'est-à-dire, ça faisait 8-10 mètres de haut. Et donc, ils ont travaillé sur ça, mais j'ai dit, mais pourquoi ils font ça comme ça? Alors, c'est juste la réflexion, c'est-à-dire, moi, j'ai rien inventé, c'est eux qui m'ont amené quelque chose. Simplement que leur système, à un moment donné, ils ont essayé de l'installer sur l'aéroport, au lieu de faire un triangle, puis mettre juste une grosse corde, ils l'ont attaché de chaque extrémité, ce qui fait que devant la tournée, le lendemain matin, la machine avait explosé. Donc ça, j'ai pas retenu ce raisonnement-là, mais c'est de là qu'est venue l'idée. Donc je reprends encore penser autrement, trouve ici tout son sens. Donc après ça, on va voir effectivement la machine. Ça semblerait être un petit problème là. Donc j'ai fait une demande de brevet, effectivement. Donc je suis passé par un cabinet conseil que je nomme ici parce qu'on a travaillé longuement sur ce projet. C'est vrai qu'il faut être très courageux, il faut être très très patient. J'ai mis 4 ans et demi avant d'obtenir mon brevet. Après qu'il ait été accepté en Europe par les examinateurs européens, il m'a fallu 3 ans et demi d'attente. J'ai été très fatigué, je me suis dit est-ce que ça va arriver? Donc j'ai obtenu mon brevet, dont les dates sont ici. L'invention, c'est une éolienne à pale verticale à production continue ou quasi continue. Alors, on a marqué dans le brevet quasi continu parce que légalement, si vous dites que quelque chose est continu, c'est pas bien parce qu'à un moment donné, il y a peut-être un moment donné où vous allez arrêter quelque chose. Et puis, donc ceux qui sont intéressés, je vais pouvoir leur montrer après sur la machine, factuellement comment ça fonctionne, et puis visuellement. Donc il y a une turbine à 3 pales en forme d'aile d'avion, donc tout est basé sur les formes aérodynamiques. Le principal élément de l'invention est la turbine fixée sur un axe vertical. Sur cet axe, 3 pales, comme sur n'importe quelle éolienne. Bon, là, c'est 3 pales parce qu'effectivement, il y a des éoliennes qui peuvent fonctionner avec 1 pale, 2 pales, 3 pales. Mais bon, quand on a bien fait les calculs, c'est 3 pales qui fonctionnent le mieux. La forme particulière des pales produit une force de succion sur l'extradose des pales. Alors effectivement, on va revenir un petit peu à ce qu'étaient tout à l'heure les parachutistes. Pourquoi les parachutistes ils sont restés à l'horizontale et non ils sont partis en vrille comme ceci, parce que quand on lance quelque chose, on peut prendre l'écharpe, madame, la lancer en l'air, elle ne va pas partir à l'horizontale. Ça, je suis sûr, ça va tomber verticalement. Donc effectivement, il y a une force sur l'extradose, c'est-à-dire sur la forme arrondie du parachute, qui fait que la force elle est beaucoup plus importante. Il y a une force de succion à l'horizontale
bon, peu importe dans l'air, hein, peu importe, ça fonctionne dans tous les sens, donc, hein, et qui fait que le parachutiste est à l'horizontale et non à la verticale. Alors il y a effectivement une troisième force, la force qui entre en jeu est la force centrifuge, parce qu'effectivement il y a une masse et ça continue à tourner. Alors on peut voir un petit peu là-haut autour donc de la turbine, il y a ce qu'on appelle une couronne fixe. Cette couronne fixe a une forme d'aile d'avion, alors très spéciale parce que c'est comme un beignet aussi, hein, une forme d'avion, c'est tout droit, tandis que là je l'ai fait en arrondi. Cette forme aérodynamique permet différents éléments, permet deux choses. La première, c'est optimiser la vitesse du vent à travers la machine. C'est-à-dire que quand le vent frappe sur la partie d'une aile d'avion, hein, il se forme une accélération, et je vais le démontrer après avec d'autres images, il se forme une accélération, c'est-à-dire que le vent s'accélère sur une forme arrondie, hein, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc je me sers de ça. Je me sers aussi d'un angle d'incidence, ce qu'on appelle. C'est-à-dire lorsqu'on est en avion, on a pleine puissance, et peu importe ce qu'on peut faire après, l'avion ne pourra pas aller plus vite. Dans la masse d'air, hein, je parle pas par rapport au sol, dans la masse d'air, l'avion ne peut pas aller plus vite. On a pleine puissance. Néanmoins, on a une position qui nous permet d'aller plus vite sans avoir plus de moteur, c'est-à-dire sans avoir plus de puissance. Donc là, ça revient à ma machine. Si on met un angle d'incidence qui est je peux vous dire, entre 12 et 13 degrés, hein, c'est-à-dire qu'on incline légèrement l'avion et qu'on le stabilise, on peut augmenter la vitesse de l'avion de 10 à 15%. Donc ma machine est conçue aussi de cette façon-là. Cette forme circulaire a un angle d'incidence qui a été calculé, hein, qui nous permet d'accélérer la vitesse du vent, c'est-à-dire entre le vent qui frappe le bord d'attaque et le vent qui rentre à l'intérieur de la machine, le vent est accéléré. Les principes utilisés, donc la mécanique des fluides, on va y revenir, les formes aérodynamiques, je vous en ai parlé un petit peu, les profils NACA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un site où il y a absolument l'intégralité des formes aérodynamiques des ailes d'avion, il y en a 1200 environ. La technique de pilotage, je viens de vous l'expliquer avec l'angle d'incidence, c'est-à-dire que lorsqu'on met l'avion un petit peu vers le bas, hein, et la règle des tiers, c'est-à-dire le nombre d'or. Pour optimiser le concept, on a travaillé sur les pales, c'est-à-dire effectivement savoir si on met une pale lisse, c'est-à-dire juste un morceau de tôle, si on met une pale pleine. Et après ça, j'ai travaillé avec les ingénieurs sur les profils NACA. Je vous parlais tout à l'heure de l'air. L'air fonctionne exactement comme l'eau, simplement que l'air, je vais vous poser une question. Est-ce que l'air, ça a un poids? Qui est-ce qui a répondu oui? Ça a un poids, l'air? Ça pèse quelque chose? Où est-ce qu'il est, l'air, là? Vous l'avez, là? Ça pèse quelque chose? Ça pèse quelque chose. 1 mètre cube d'air. Vous avez vu une bouteille d'eau minérale d'un litre et demi, ça pèse 1 kg 250. 1 mètre cube d'air pèse 1 kg 250. Donc vous voyez que l'air a une fonction, a un poids énorme, hein, par rapport à ce qu'on peut imaginer. Bon, j'ai eu de mes étudiants qui m'ont parlé d'1 gramme, de 2 grammes, que ça pèse rien, mais si, ça pèse très lourd. Donc d'habitude, j'ai une bouteille d'eau et je lance la bouteille d'eau à celui qui veut bien la recevoir. Donc on a ici l'effet du vent, c'est-à-dire, bon, ça c'est une photo à Ottawa, quand on est entre deux immeubles, on rentre, il y a une route qui est assez large, on rentre à travers ces deux immeubles, on dit il fait plus froid, il y a du vent, comme je dis, il y a les jupes qui se soulèvent, bon plus beaucoup maintenant, mais il y a les manteaux qui se soulèvent, oui, parce que le vent, l'air a un poids, l'air a une densité relativement importante, et surtout lorsque on a une contraction de l'air à travers les deux immeubles, il y a une accélération du vent, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc une accélération, une dépression et un refroidissement.
J'explique ça par l'eau, c'est très simple. Vous voyez une petite rivière, l'eau écoule tout doucement, puis tout d'un coup il y a un caillou, et hop, l'eau s'accélère. Donc ça c'est visuel et c'est très figuratif. L'optimisation du concept, et donc j'ai travaillé sur les formes aérodynamiques ici. On s'aperçoit, donc là, c'est les essais en soufflerie numérique où on a les différentes forces qui agissent sur la machine. Donc c'était des pales lisses et on a conclu qu'il fallait absolument qu'elles soient pleines, donc on a changé le système. On s'aperçoit ici que, effectivement, lorsqu'on fait rentrer un objet dans l'air, il y a une certaine résistance. Quand on court, on a ce qu'on appelle un vent relatif, c'est-à-dire on sent l'air. Si on fait ça, on sent l'air qui nous souffle dans la tête. Par contre, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les parachutes, effectivement, quand on a une forme galbée, et c'est la forme des pales que j'ai choisies, c'est-à-dire lorsqu'on a une forme relativement galbée, il se crée une dépression beaucoup plus importante sur l'extradose de la pale, c'est-à-dire sur la partie bombée de la pale, que la résistance de l'air qui empêche la pale de tourner. Donc on a ici, pour l'exemple, on a une différence, ici les pressions, les différences de pression. La pression est de 44 pascal ici et de 134 de dépression. Donc quand je fais tourner ma machine, on a plus de dépression en faisant tourner la machine que de pression d'air qui agissent sur les pales. On le voit ici, j'ai ça sur mon stand aussi, ce sont les deux images ici. On s'aperçoit les pressions qui sont ici et la dépression qui est beaucoup plus importante sur l'extradose de la pale. On appelle ça la portance, pour les gens qui connaissent un petit peu. Donc c'est ce qui permet à l'avion de tenir dans les airs. Et savez-vous ce que pèse un avion? Par exemple, est-ce que vous avez la connaissance je vais poser la question autrement. Un Boeing 747, on met du carburant dedans. Savez-vous combien on met de carburant dans un Boeing 747? 50 tonnes. C'est des tonnes. 50 tonnes. Jusqu'à 3 fois ça. Le plus gros des avions pèse 640 tonnes au décollage. 640 tonnes au décollage et il ne décolle qu'avec les formes aérodynamiques et grâce à l'air. 640 tonnes. Donc ça, effectivement, c'est la preuve par l'image. Bon, ça a sauté, je ne sais pas pourquoi. On s'aperçoit ici que les formes sur le viaduc de Millau ici, je veux dire, on a fait une forme qui n'est pas carrée, mais on a fait une forme biseautée pour effectivement que lorsque l'air passe en dessous, il y ait une traction vers le bas et non quelque chose qui souffle le viaduc par le haut. C'est ce qui s'est passé ici. Bon, ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Vous allez voir le viaduc qui fait ça. On dirait que c'est comme une feuille, rien d'autre. Donc, j'utilise pour ma machine les turbulences de basse altitude. C'est-à-dire, ce sont des machines qui sont à placer sur un toit d'immeuble plat, donc puisqu'il n'y a pas de direction de vent, au-dessus des arbres. Alors, j'ai quelqu'un, parce que bon, je ne suis pas conférencier, mais bon, j'en ai parlé à différentes personnes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si l'arbre il pousse, tu le couvres ou tu le mets ailleurs, mais bon, c'est-à-dire qu'on est au-dessus des arbres. Pourquoi? Parce qu'on a la turbulence de sillage. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'eau, c'est-à-dire que l'air fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que lorsque l'air rencontre un obstacle ici, par exemple, ça va frapper ici, et ça va rebondir, et l'air s'accélère par-dessus. Donc on utilise les turbulences de basse altitude, ce qui est totalement à l'opposé de nos grandes éoliennes de moulins à vent, qui vont chercher des vents de plus en plus calmes, et de plus en plus rapides, effectivement, en altitude, mais on est quand même sur des mâts maintenant qui font 120 mètres de haut.
120 mètres de haut, c'est la première hauteur de la Tour Eiffel. Donc vous voyez sur un toit terrasse, le condition à être quelques mètres au-dessus de l'obstacle. Donc voilà la machine ici, on a travaillé effectivement donc sur un profil NACA M22. On a des hôtes de guidage. Qu'est-ce que c'est que des hôtes de guidage? Ce sont des pièces que j'ai placées sur la couronne fixe, qui elles maintenant maintiennent les panneaux photovoltaïques dont j'ai besoin pour faire tourner le moteur électrique lorsque le vent est faible à nul. Et tous ces travaux-là ont été étudiés, bien sûr. On a fait des essais en soufflerie numérique, mais après ça, on a été recherché à l'international s'il y avait des travaux identiques. Et morceau par morceau, on a retrouvé des travaux identiques aux travaux que j'avais demandé à mes ingénieurs. Donc, ça a fortifié ces recherches de base que nous avons effectuées. Donc la machine s'appelle Eolia, ce qui est un petit peu dommage, il me manque des slides parce que j'avais la machine qui tournait. Je vais essayer de vous la retrouver. Si je pose le micro. Bon, c'est pas des dents, excusez-moi, mais je pourrais vous montrer sur la machine. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme vous avez vu, je suis pas un conférencier. J'ai fait au mieux d'expliquer. Bon, le but, effectivement, c'est de faire connaître ma machine. Aujourd'hui, j'ai tout payé de ma poche, j'ai toutes mes petites économies. Je suis rendu à un stade où mes cheveux sont un petit peu plus blancs qu'avant, puisque ça fait 12 ans. Le but de me déplacer et d'investir encore ici sur mes propres fonds, c'est de trouver des gens qui seraient intéressés par mon projet, qui seraient intéressés pour le développer avec moi, qui auraient les capacités d'aller chercher le financement, parce que tout seul, moi, je n'ai pas les capacités. Bon, je n'ai pas les capacités intellectuelles non plus, parce que c'est quand même très difficile d'aller chercher des aides et des soutiens financiers. Un industriel éventuellement. Je vous explique clairement, tous les travaux que nous avons réalisés, je les apporte gratuitement, c'est-à-dire je ne fais pas payer mes travaux. Simplement, je demande que je sois le directeur, je dirais, du développement ou la personne qui aide au développement sur une période de 3 ans pour développer le projet. C'est tout ce que je demande. C'est-à-dire être rémunéré pour le travail que je vais faire en collaboration avec des gens qui seraient intéressés à développer le projet. Et après ça, donc, il y a concession du droit d'utilisation du brevet. Et c'est l'industriel ou les industriels qui développent le projet après. Voilà. Donc je peux me tenir à votre disposition pour les gens qui veulent voir de près comment ça fonctionne, parce que j'ai été un peu rapide dans mes explications, mais je suis là et ça me ferait plaisir de vous rencontrer et de vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, la machine à l'état, je veux dire à la dimension normale est prévue avec des pales de 4,50 m, donc c'est une turbine de 9 mètres. Avec le système de couronne fixe extérieure, on a une machine qui fait 13 mètres de diamètre, avec une production possible qui va entre, je dirais, 50 et 70 kg. 50 à 70 kg, ça alimente quoi? Ça alimente entre 20 à 30 maisons. Une maison, c'est 3 kg. C'est pas un kilowattheure, c'est 3 kg. Et donc voilà. L'intérêt d'une machine comme ceci, c'est qu'on est en autonomie énergétique et on utilise la quasi production d'électricité. Bon, j'ai dans ma vision et dans mon projet également, en cas de surproduction d'électricité, de transformer l'électricité qui n'est pas consommée pour fabriquer de l'hydrogène. Ça, c'est ma vision future, c'est-à-dire, comme ce qui se fait maintenant sur certains champs éoliens, on installe à certains endroits des systèmes de production d'hydrogène qui, pour moi, est votre avenir. Pas le mien, parce qu'il est un peu foutu, mais de l'avenir de beaucoup des gens qui sont ici. C'est ce que je crois. La production d'électricité
en autonomie énergétique. Une petite donnée aussi que les gens ont un petit peu de mal à savoir, l'électricité ici que nous consommons, 1 kW, il faut 2,56 kW pour avoir à consommer 1 kW. L'énergie nucléaire. C'est-à-dire en sortie de la machine, de l'usine, de nos centrales nucléaires, on en perd à peu près les 3 quarts presque. Bon, tant qu'à l'éolien, vous avez les chiffres, c'était entre 21 et 23% sur l'éolien, c'est-à-dire toutes les grosses machines que nous voyons. Voilà, j'espère que j'ai été un peu succinct, j'ai été un peu rapide. N'hésitez pas à me voir, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Je suis à votre disposition.